Si vous forcez l'animal dans l'interaction, ça ne s'appelle pas de la médiation par l'animal. Si vous forcez la personne en lui disant « allez, vas-y, brosse l'animal », etc., si vous forcez, on ne peut pas dire qu'on appelle ça de la médiation par l'animal. Dans vos motivations profondes pour vous lancer dans l'écriture de ce livre? Alors, on l'a appris quand les animaux nous aident, parce que c'est vraiment... tout est dit dans le livre, en fait. À partir du moment où vous aimez les animaux, sûrement que ce livre va vous plaire. En tout cas, moi, celle que je tire d'eux, c'est vraiment leur capacité à ne pas juger l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aller vers un animal, que la personne elle ait un handicap, que la tenue vestimentaire elle soit pas dernière mode, c'est pas du tout un problème. Voilà, moi, les personnes que j'accompagne, très souvent dans la structure, en tout cas, elles ont un nombre de choix qui sont restreints. Redonner le choix aux personnes, en tout cas quand c'est possible, le faire. Donc, Madeleine qui est venue en séance et nous avons mis en place un programme d'accompagnement. Et Madeleine, elle est montée sur Pacha et c'est là où j'ai entendu sa voix pour la première fois. Bienvenue Isabelle et Mathilde. Merci déjà Isabelle de nous recevoir parce qu'on est chez toi. C'est avec plaisir. Et je suis très heureux de faire ce podcast avec vous. On va aujourd'hui, une fois n'est pas coutume à AgriLearn, on ne va pas parler d'agriculture, on ne va pas parler de formation, mais on va parler d'animaux quand même. Oui. Et on va parler d'un thème qui nous a vraiment beaucoup plu dans AgriLearn quand on vous a rencontré, c'est ce lien entre l'homme et l'animal. Donc vous intervenez en médiation animale, vous allez nous expliquer tout ça. Et vous publiez un livre très prochainement sur la médiation animale, on va en parler également. Mais avant de rentrer dans ce sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter, raconter un peu votre parcours de vie et comment vous êtes arrivé à la médiation par l'animal dans ce parcours de vie? Qui veut commencer? Je te laisse. Merci. Prends la main, Isabelle. Isabelle. Alors, pour ma part, ce qui m'a amenée à la médiation animale, évidemment, ça vient de l'enfance. J'avais une maman qui était vraiment dans le domaine des chevaux. On avait une écurie avec des chevaux. Donc, je suis, moi, depuis l'âge de 9 mois, sur un cheval. Et j'ai été vraiment bercée au bruit des sabots. Et j'ai un papa qui était directeur de structure pour personnes handicapées. Donc là, voilà, si on fait un raccourci assez rapide, l'équithérapie est née très rapidement finalement dans mon esprit. Et à l'âge de 15 ans, j'ai rêvé ce centre. J'ai rêvé le centre que j'ai créé, pratiquement comme il est là aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, je l'ai rêvé seulement avec les chevaux, plutôt vraiment équithérapie, ce qui est à la base de mes formations. Et ensuite, j'ai vu à quel point tous les animaux avaient quelque chose à nous apporter. Et au fil de mes formations, au fil de mes expériences professionnelles, j'ai pu développer la médiation par l'animal avec d'autres espèces, les chiens, les lapins, les cochons d'Inde. Et j'ai pu plonger joyeusement dans ce monde de la médiation animale qui ensuite est venu s'inspirer de la sagesse animale. Et ça, c'est ce qu'on parlera aussi dans notre livre. Très bien, super. Est-ce que tu peux peut-être nous détailler un peu plus ton parcours avant de faire ça, peut-être quel a été ton parcours professionnel? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce qu'on se forme à ça ou pas? Alors oui, on se forme. Maintenant, nous, on parle de ça il y a plus de 25 ans pour moi. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes les formations qu'il y a aujourd'hui, qui sont vraiment très intéressantes, très développées, puisqu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui de la médiation par l'animal. Donc moi, à mon époque, je me suis dirigée plutôt vers le monitorat. Donc j'ai passé du coup mon monitorat d'équitation, puisque j'avais vraiment cette idée d'équithérapie, puis les formations en handisport, puis formation en psychologie et management, puis formation. Et j'ai cumulé finalement des formations qui me donnaient la légitimité d'un point de vue des animaux au niveau éthologique, éducation, et puis les formations aussi au niveau social, médico-social. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes TSA, troubles du spectre autistique,
Donc moi, je suis formée aux accompagnements cognitivo-comportementaux. Et dans ma formation, ce qui m'a marqué, ce qui a été vraiment un tournant pour moi, c'est quand j'ai fait mon monitorat à l'époque, donc il y a plus de 25 ans, ça ne me rajeunit pas. Le jeudi, c'était la journée où on accueillait les personnes avec handicap. Mais à l'époque, moi, j'étais ce qu'on appelait élève moniteur et je n'étais pas du tout formée à l'époque. Et ça a créé chez moi une vraie blessure de l'injustice. Alors, pas pour moi. J'avoue que par le biais de mon père qui était dans ce milieu-là, j'avoue que le monde du handicap, c'était quelque chose qui était relativement naturel pour moi. Mais vraiment pour les personnes que j'accompagnais. J'estimais à l'époque ne pas être suffisamment qualifiée pour recevoir ce public spécifique qui demande vraiment des compétences spécifiques et des gens formés. Et il s'est créé vraiment en moi ce besoin après de me former toujours plus pour donner le meilleur aux personnes que j'accompagne. Et ça a été vraiment le tournant pour moi de me dire je veux vraiment pouvoir donner le meilleur, donner des ressources aux personnes qui vont venir dans un centre qui est dédié aussi pour tout le monde, mais aussi pour des personnes avec handicap et des personnes fragilisées. Très bien, c'est assez incroyable d'avoir la vision, c'est-à-dire de passion qu'en étant petit, et d'avoir cette vision dès 15 ans, oui. Et que cette vision se réalise oui. plusieurs années après. Alors là, des fois, on dit qu'il faut croire en ses rêves, mais alors là, voilà, c'est la mise en application. Et ben voilà, croyez en vos rêves, c'est important. Super, merci Isabelle. Mathilde. Eh bien oui, alors moi, les animaux, ils ont toujours fait partie de ma vie. J'ai grandi avec des animaux, les animaux de mes parents, ça c'est sûr, ceux de la maison, les chiens, les chats, les lapins. Et après, à l'âge de 10 ans, j'ai plongé dans l'univers des chevaux. Voilà, je faisais de la danse avant et ma grande sœur, s'est mise à faire du cheval et moi, j'accompagnais le samedi matin pour la suivre à ses balades et finalement, j'ai dit moi aussi, voilà, je vais y aller. Et me voilà mordu des chevaux. Je ne suis pas dans les concours. D'accord. Dans la randonnée, les balades, on a fait beaucoup de randonnées à cheval, des semaines, et on partait en bivouac. C'était très nature, très voilà. Donc je rentre dans l'univers des chevaux très très jeune, 10 ans. Et après, pour ce qui est de mon parcours professionnel, donc je commence à travailler à l'âge de 17 ans en EHPAD. D'accord. Donc très jeune aussi. Je fais 2 ans en EHPAD, 2 ans d'expérience qui, moi, m'ouvrent les yeux sur « Ok, c'est ça, de toute façon, je veux accompagner les personnes, je veux prendre soin, je veux être à leur côté. » Enfin, voilà. Et je pars en formation après pendant 18 mois en école d'aide médico-psychologique. Je fais ma formation et là, je découvre le monde du handicap. Donc je n'avais pas du tout, moi, encore connaissance de tout cet univers, en fait. Je ne connaissais pas et là, je découvre et je plonge dedans. Je me noie dedans. Okay. Et maintenant, je travaille dans un foyer d'accueil médicalisé. Donc, c'est un établissement qui accueille des personnes avec handicap, des personnes qui ont une autonomie assez faible et en tout cas qui ont besoin d'une surveillance médicale constante. Et c'est dans cet établissement que je rencontre Isabelle. Voilà, on met en place l'activité de médiation par l'animal et pour accompagner du coup les personnes en séance. Et donc, je découvre la médiation par l'animal lors de cette activité. Voilà. C'était il y a quelques années, combien d'années? Il y a maintenant 6 ans, on part même sur notre 7e année. C'est ça. Ça, c'est une belle... ça passe. Ça commence. Ça passe vite. Donc voilà, cette année, du coup, qu'on ne voit pas passer, hein, finalement, c'est assez impressionnant de... Oui. C'était très intéressant parce que Mathilde, elle a monté ce projet-là. Il faut défendre le projet de médiation animale avec la direction, le financement. Et à chaque fois, c'est vrai que Mathilde, elle a su défendre le projet de médiation animale, amener de la nouveauté. Et voilà, en 7 ans. C'est tellement important, en fait, pour les personnes qu'on accompagne, nous, au quotidien,
innovants dans les activités qu'on leur propose. Ils ont une routine qui est très lassante, c'est très rythmé par l'institution. Et en fait, voilà, c'était vraiment pouvoir proposer une activité où, pour le coup, c'est nous qui sortons, c'est nous qui allons. Et ouais, c'était avec des bénéfices derrière qu'on constatait, nous, au quotidien. Enfin, bah, ça ment pas. Hein. Enfin, voilà, c'est vraiment, non, c'est vraiment des émotions qu'on découvre à des personnes que finalement, on n'avait jamais vues. Voilà. Donc, inévitablement, après, je me suis formée aussi à la médiation par l'animal. Oui, c'était parti, quoi. Évidemment, il a fallu que je me forme. Donc, je me suis formée vraiment pour l'intégrer à ma pratique professionnelle. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. Et on plonge ensemble. Voilà. Très bien, super. Alors, avant de poursuivre, peut-être ce qui serait bien, c'est de définir pour l'audience en fait, ce que c'est que la médiation par l'animal, et puis peut-être à qui ça s'adresse. Là, on a parlé des personnes en situation de handicap, mais peut-être que c'est plus large. Oui, bien sûr. Qui veut se lancer dans une tentative de définition? J'y vais. À ton honneur. Donc, pour faire très simple et très schématique, la médiation par l'animal, c'est une activité associant un animal qui est soigneusement sélectionné et éduqué par un intervenant lui-même formé qui permet de donner des ressources à la personne accompagnée. Alors ça, c'est vraiment une définition de base. Ensuite, il me semble intéressant aussi de parler de la spécificité de la médiation animale, c'est-à-dire que vous allez entrer dans ce qu'on appelle une relation triadique. Vous allez avoir évidemment l'animal dans cette relation, vous allez avoir la personne accompagnée dans cette relation, et puis l'intervenant en médiation animale et le référent professionnel qui sera également là. Et c'est finalement cette danse de ces diverses relations qui fait la force et l'efficacité de l'accompagnement en médiation par l'animal. On parle aussi beaucoup de ce qu'on appelle la réciprocité homme-animal. C'est le basique, j'ai envie de dire, de la définition de la médiation animale. Sans réciprocité de l'animal et de l'humain, il n'y a pas de médiation animale. Si vous forcez l'animal dans l'interaction, ça ne s'appelle pas de la médiation par l'animal. Si vous forcez la personne en lui disant « Allez, vas-y, brosse l'animal, etc. » Si vous forcez, on ne peut pas dire qu'on appelle ça de la médiation par l'animal. On reparlera tout à l'heure de la notion de choix. Exactement. C'est un des piliers de la médiation animale, tout à fait. Très bien. Alors, merci pour cette définition. Peut-être tu veux compléter sur à qui ça s'adresse? Oui, bien sûr. À qui, c'est très facile parce que finalement, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a pas vraiment un panel obligatoire des caractéristiques pour faire la médiation animale, pour en tout cas en bénéficier. Du moment qu'on a envie de travailler sur soi, que ce soit sur un axe d'estime de soi, de confiance ou la mobilité. Enfin, il y a vraiment voilà, personnes avec handicap, personnes âgées, des enfants, développement, juste tout le monde en fait. Du moment qu'il y a évidemment un attrait pour les animaux. Oui, mais ce qui est quand même assez courant, parce que vraiment, vous avez déjà rencontré un être humain qui n'avait pas d'attrait pour les animaux. Quand on lui présentait un animal, il était vraiment repoussé ou... Alors, repoussé, pas forcément, mais moi, j'ai déjà essayé d'accompagner des personnes en séance où finalement, on n'a pas donné suite parce que l'interaction, elle n'était pas... elle n'était pas naturelle. Ouais. Ce qui peut arriver, c'est qu'on peut aussi nous contacter lorsqu'il y a des phobies. Ah oui. Et dans ces cas-là, ce n'est pas tellement qu'il n'y a pas d'attrait, mais c'est qu'il y a une peur qui est tellement intense, alors dû à un trauma ou pas forcément. Et dans ces cas-là, on va travailler différemment, mais on peut travailler évidemment avec la personne, mais du coup dans un contexte un petit peu différent dans ce cadre-là. Très bien. Après chaque séance de médiation animale, il y a toujours un objectif. On n'y va pas finalement juste pour brosser le cheval. Oui. Voilà, il y a quand même toujours des objectifs qu'on pose ensemble, on en discute, on pose des objectifs, on les travaille. On ne met pas la barre très très haute, mais voilà, il y a quand même toujours des bilans, toujours derrière un travail, un objectif. Donc ça veut dire qu'il y a une notion quelque part de suivi ou d'accompagnement. C'est pas, je vais dire vulgairement, c'est pas du one shot, c'est-à-dire c'est pas juste une séance. Alors il peut y avoir, c'est-à-dire que dans notre livre on l'explique un petit peu rapidement, même si c'est pas un livre de formation, mais on voulait donner beaucoup de quand même
d'éléments sur ce qu'est la médiation par l'animal. Et alors, vous pouvez venir juste pour une séance one-shot, en effet, mais avec un objectif, par exemple, ressources. J'ai besoin d'apaisement, j'ai besoin vraiment de vivre un moment de lâcher prise. Ça peut être, évidemment, une séance one-shot. Néanmoins, on se rend compte quand même qu'un programme de médiation animale est aussi intéressant. Et là, vous êtes engagé dans ce qu'on appelle un cycle où il y a un suivi, on fait une évaluation initiale, on met en place, comme le dit Mathilde, les objectifs avec les référents et avec les personnes accompagnées. Souvent, il y a un bilan mi-parcours et puis un bilan à la fin du cycle. Comme ça, on sait où on en est dans notre travail pour éventuellement soit reproposer un nouveau cycle ou bien, si nos objectifs sont atteints et que tout le monde est satisfait, à ce moment-là, on peut s'arrêter là. Très bien, donc ça veut dire qu'il y a bien cette notion d'accompagnement qui est importante et elle est personnalisée, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Tout le monde ne fait pas pareil. Vous définissez, s'il y a un bilan, ça veut dire que vous définissez des objectifs avec chaque personne. Oui. Après, il y a toujours des objectifs de groupe, parce que c'est toujours intéressant de travailler en groupe. Mais en tout cas, on essaye d'identifier les besoins de chacun pour, à la fin, répondre à leurs besoins. Parce que des personnes ne sont pas en capacité non plus de les formuler. Et ça va être à nous aussi de les identifier, de les suggérer peut-être. Absolument. Très bien. Bon, en tout cas, on a bien posé les bases. En tout cas, on voit qu'il faut à la fois des compétences liées au monde de l'animal et à la fois des compétences liées au monde de l'humain, j'allais dire, des notions d'accompagnement, et qu'il faut réussir à trouver la synergie entre ces deux mondes-là. C'est ça. La relation d'aide est importante et il faut aimer autant les humains que les animaux. C'est ça. Très bien. Alors, si on présente un peu plus le livre, déjà, ce que j'aimerais comprendre, c'est, parce qu'on sait qu'écrire un livre, c'est un peu un travail de fourmi. Je ne dirais pas que c'est un travail fastidieux, mais quand même, c'est un travail en tout cas, qui prend plusieurs mois, des fois plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes lancé, qu'est-ce qui vous a motivé, c'est quoi vos motivations profondes pour vous lancer dans l'écriture de ce livre? Le projet initial, on a créé, en fait, c'est parti d'une exposition de photos. On a fait, avec du coup les résidents qu'on accompagne, beaucoup de photos et on a monté un projet où on a fait 2 expositions photos dans des lieux publics où on mettait vraiment en valeur les personnes qu'on accompagnait et les animaux. Le but de cette exposition, c'était vraiment de mettre en valeur l'image de la personne en situation de handicap, les traits du visage qui peuvent être marqués mais qui sont beaux. L'animal et tout ce qui pouvait ressortir en fait de ces moments passés lors des séances. Donc, nous avons été au bout de ce très joli projet qui nous avait déjà et puis bien occupé. C'était très intense. Ouais, très intense, mais très riche. Très riche d'expériences et de moments en fait, parce qu'on a aussi appris à travailler à ce moment-là sur un nouveau projet, c'était chouette. Et voilà. Ce projet a vu la fin et là on s'est dit on peut pas s'arrêter là. Oui, il y a eu vraiment ce mouvement et le mouvement de se rendre compte à quel point les images étaient marquantes pour les personnes qui sont venues voir l'exposition photo et où les retours étaient extrêmement émotionnels. Et ça nous a vraiment donné l'envie de partager au plus grand nombre par le biais en effet d'images, de témoignages et de récits, tout ce qu'on avait vu dans le regard de ces gens qui venaient voir les photos de médiation par l'animal. Et on a voulu aller, évidemment, pousser un petit peu plus loin pour ouvrir le champ des possibles avec ce livre. C'est ça. Donc votre but, c'est de ne pas s'adresser qu'à un public de professionnels, mais bien de sensibiliser sur ces questions-là. Tous les publics finalement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce monde-là et qui ne savent pas en fait à quel point l'animal peut aider finalement dans plusieurs situations. Oui, alors on l'a appelé quand les animaux nous aident parce que c'est vraiment, tout est dit dans le titre en fait. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, alors la médiation par l'animal, on en entend de plus en plus parler. Oui, c'est exact. Mais souvent, les gens ne savent pas exactement ce que c'est. Ils ont une idée d'ailleurs plutôt positive sur la médiation par l'animal. Il y a une espèce
d'élan positif en se disant mais oui, on sait que c'est positif. Néanmoins, il y a peu de gens qui connaissent les leviers, qui connaissent exactement ce qu'il en retourne, en fait. Et c'était intéressant et c'était important pour nous de donner ce partage qui est aussi notre philosophie, notre vision à nous des bienfaits des animaux dans le respect du bien-être animal. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est vraiment notre vision qu'on partage. Alors, on reste très humble quand même sur nos visions. C'est la nôtre, elle nous appartient quelque part. Mais voilà, on a essayé de balayer au plus large toutes les sphères que ça touche. Et voilà, pour essayer de toucher un maximum de public, que ce soit particulier, professionnel, ben, je pense qu'il peut correspondre en tout cas à un panel de personnes très vaste. Quand on a préparé un peu, quand on était au stade du manuscrit, tu nous as dit aussi que finalement, ça pouvait intéresser aussi bien les enfants qui avaient des animaux de compagnie que les parents qui se posaient des questions sur leurs enfants à certaines périodes de la vie. Oui, complètement. L'adolescence, par exemple. C'est ça. Enfin, c'est vraiment une idée de thématique qui peut intéresser beaucoup de monde. Oui, en effet, puisque à partir du moment où vous aimez les animaux, sûrement que ce livre va vous plaire. En tout cas, parler, raisonner. Et notre intention, c'était de faire un livre à la fois inspirant, un livre apaisant, puisqu'il y a plein de petites bulles apaisantes et petits mots apaisants, et enrichissant. Voilà, si vous apprenez 2-3 choses dans ce livre, on sera content. Ce sera mieux. D'ailleurs, dans ce livre, vous présentez 10 leçons inspirées des comportements innés des animaux. Et dans l'équipe, à Gréland, on s'est dit que ces leçons, peut-être les êtres humains pourraient s'en inspirer aussi. Est-ce que vous pouvez nous en présenter une chacune pour illustrer, comme ça donne un peu plus de concret pour les gens qui nous regardent. Bien sûr. Tu veux ? Eh bien, allez. Du coup, laquelle je vais choisir ? Je pense que je vais vous présenter celle du non-jugement que les animaux ont. Je pense que c'est vraiment les maîtres dans ce domaine-là. S'il y a vraiment une leçon qu'on peut tirer d'eux, en tout cas moi, celle que je tire d'eux, c'est vraiment leur capacité à ne pas juger l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aller vers un animal, que la personne elle ait un handicap, que la tenue vestimentaire elle soit pas la dernière mode. C'est pas du tout un problème. Et pour ça, on devrait vraiment s'inspirer des animaux, surtout dans la société actuelle. C'est très important, je pense, des fois de prendre du recul et apprendre à ne pas juger, juste être avec la personne. Et pour ça, les animaux, ils sont vraiment très forts. Ils sont de bons professeurs. Il n'y a pas d'a priori. C'est vrai que souvent, on construit l'image de l'autre avec beaucoup d'a priori. Et finalement, ils n'ont pas cette construction mentale-là. Pas du tout. Si on peut dire vraiment, et encore, je ne sais pas si le mot juger serait approprié, mais la seule chose qui peut peut-être se permettre de juger, c'est l'authenticité de la personne. Oui, c'est ça. Vraiment, si on n'est pas vrai avec eux, ils vont peut-être en effet avoir un comportement autre. Après, est-ce qu'on peut appeler ça du jugement ? Je ne suis même pas sûre. Non, c'est plutôt de l'adaptation au comportement. Oui, alors moi j'aime bien dire que les animaux ne jugent pas, mais ils peuvent avoir des a priori. Complètement. Ils peuvent avoir des a priori. Tout à fait. C'est-à-dire qu'un animal qui est traumatisé par un homme, je ne sais pas, de corpulence assez importante, eh bien, il peut avoir un a priori sur les hommes qui va croiser de corpulence assez importante. Qui ressemble à la personne qui lui a fait du mal. Tout à fait. La mémoire est très... Ils ont une mémoire, en effet. Et ça, c'est plutôt, encore une fois, de l'intelligence, puisqu'ils vont être, du coup, observateurs. Oui, c'est pas tant un a priori que s'appuyer sur sa propre expérience. Exactement. Mais donc, du coup, ils vont avoir cette petite vigilance. Et souvent, ils font preuve d'une grande résilience, quand même des animaux qui ont été bousculés, maltraités. Très bien. Bon, merci Mathilde. Une autre leçon. Une autre leçon. Alors moi, je vais simplement rebondir sur la leçon de Mathilde, puisque on parle de non-jugement. Moi, je vais vous parler de la leçon numéro 6 de notre livre, et c'est l'authenticité, qui vient compléter les propos de Mathilde. Les animaux nous invitent à être vrais.
Et on est dans une société où la vérité, des fois, est difficile à aller détecter. L'humain peut vous regarder, vous sourire, vous dire « mais je t'apprécie beaucoup » et en penser pas moins. Oui, tout à fait. Les animaux n'ont pas du tout un fonctionnement qui est celui-là. Et donc, ils vous invitent à être vrais. Et eux-mêmes sont extrêmement vrais. C'est-à-dire que vous êtes confortable avec eux. Les animaux, ils vont du coup être confortables avec vous. Et ils vont être vrais dans tout leur comportement. Il n'y a pas de faux semblants. En effet, on est dans une société où le vrai, avec la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, peut poser question. Donc, ça nous permet de revenir à l'essentiel. Oui, c'est-à-dire qu'il ne va pas surinterpréter finalement. Non, il ne va pas vous mentir. Voilà. Et c'est des fois un biais, on appelle ça de l'anthropomorphisme, quand des fois on entend il le fait exprès. Tout à fait. Et alors ça, c'est souvent simplement un manque de compétences au niveau éthologique, tout simplement. Tout à fait. On a beaucoup travaillé ça avec une éthologue sur les chevaux, justement, qui expliquait que des comportements finalement que l'être humain ne désirait pas, de la part du cheval, il fallait toujours se poser la question de son propre comportement qui avait amené à ça. Donc finalement, ça va développer l'empathie quelque part chez l'être humain aussi un peu. Alors l'empathie, en effet, l'effet miroir aussi. Donc ça va développer énormément en effet de compétences où on se remet aussi en question. En tout cas, quand on a envie d'avancer dans une relation positive avec l'animal, ça nous permet de toujours en effet se positionner, se repositionner et s'interroger sur nos propres comportements. Parce que tu vois, moi, cette notion d'empathie, je trouve que c'est, quand on est parent, c'est une vraie question. Oui, c'est-à-dire comment tu développes l'empathie chez tes enfants, parce qu'on sait que c'est quand même une clé. Oui. C'est une clé d'intelligence émotionnelle, tout à fait. Et du coup, là, on perçoit que finalement, cette relation avec les animaux va aider à développer l'empathie. Oui, tout à fait. Un exemple concret, c'est que par exemple en séance de médiation, lorsque vous arrivez à 14h, c'est l'heure de la sieste par exemple des chevaux. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Voilà. Et lorsque c'est la sieste, je vais inviter moi les personnes à respecter le temps calme des animaux. Alors on peut aller du coup les observer, on peut se mettre dans un état méditatif, on peut les contempler, mais on ne va pas les déranger. Et ça, c'est une leçon d'empathie, c'est-à-dire que je vais aller écouter le besoin de l'autre et peut-être mettre mon propre besoin dans un premier temps en arrière, ou en tout cas le modifier un tout petit peu. Et ce sont des belles leçons d'empathie, en effet. Bon, super. Il y a aussi un chapitre du livre qui est consacré à la liberté de choisir. Tout à l'heure, on était au centre et puis on a filmé les animaux. Et puis je vous ai entendu en parler. Alors je me suis dit, tiens, je vais leur poser la question pour en savoir un peu plus. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Le choix, c'est... moi, je vais partir peut-être plus... Je te laisserai la partie animale. Le choix, déjà, de la personne. Enfin, on fait des choix, nous, tous les jours, dans notre quotidien. On fait le choix de se lever le matin. On fait le choix... voilà. Moi, les personnes que j'accompagne... très souvent dans la structure, en tout cas, elles ont un nombre de choix qui sont restreints. C'est-à-dire que l'institution fait que y a des règles, il y a des horaires à respecter, il y a la collectivité qui fait que il y a des choix qui ne sont pas possibles. Et donc, si lors des séances, on ne remet pas le choix de la personne en possibilité, en tout cas, eh bien, où est-ce qu'on le fait ? C'est très important déjà. Est-ce que tu as envie de venir en médiation animale ? Il y a une personne, c'est pas une obligation. Bien sûr que non. Quand on part, on part en médiation, tu viens pas. La personne, elle est toujours libre de dire non. Arriver en séance, juste poser la question à la personne. Poser la question de avec qui tu veux travailler, avec qui tu veux passer un moment. Et il y a le choix de l'animal, mais il y a le choix de l'être. On vient quand même depuis 7 ans au centre. Il y a des personnes qui sont très attachées aux animaux. Et par exemple, si c'est Monsieur Hugo, c'est pas juste le chien, c'est Monsieur Hugo, c'est vraiment ce chien-là, cette boule de poil, et vraiment juste OK. Donc si Monsieur Hugo lui aussi est OK, Isabelle nous parlera du choix des animaux, mais voilà, juste
redonner le choix aux personnes, en tout cas quand c'est possible, le faire. D'accord, donc tu leur apportes quelque part une parcelle de liberté qui n'ont plus ou moins dans leur quotidien. C'est pas qu'ils ne l'ont plus, mais oui. Ce qui est moins le cas. Quand même. Ouais, c'est ça. Là, tu leur redonnes ça. C'est ça, et puis c'est juste nous aussi se repositionner. On ne se rend pas compte à quel point, comme ça pourrait être dur de vivre en fait privé de certains choix, et en fait juste s'imaginer le jour où on nous redonne la possibilité de faire un choix, parce que ça peut générer en nous, c'est vraiment waouh. On m'a demandé si je voulais, on m'a demandé qu'est-ce que... mon avis, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste extraordinaire. C'est peu, ça paraît simple, mais finalement, non, c'est très important. Ouais, très important. Donc non, laissons le choix aux personnes et respectons le choix aussi. Encore faut-il le respecter derrière. Oui. Si tu le demandes, généralement, c'est que absolument. Je m'attends envie de le respecter. Absolument, mais il faut être prêt à le respecter. Oui, c'est ça, parce que ça ne va pas toujours dans le sens que ce que tu as prévu pour la séance. Donc c'est aussi à nous de guider nos questions, de faire attention aussi. On ne peut pas faire de la voltige. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est le choix, mais il faut garder l'aspect sécurité, j'imagine, aussi, dans les activités, etc. Complètement. Et pour compléter, le choix va aussi aux animaux. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, le choix, c'est la liberté. Et on sait à quel point c'est important pour être épanoui. Et les animaux aussi, dans les conditions dans lesquelles on les met, l'idée, c'est de leur donner vraiment l'autorisation d'interagir ou de ne pas interagir. Et le choix de venir en séance ou pas. Un exemple concret, pour les chiens, il y a ce qu'on appelle des espaces de répit où ils savent qu'ils peuvent aller se poser s'ils ne souhaitent plus être en interaction. Et dans ces cas-là, les personnes, elles sont conscientes. On donne les règles du jeu. Lorsque les Max, il va sur ce tapis, on respecte son besoin, il se repose. Alors bon, mes animaux sont très dans l'interaction, donc ils restent avec nous la plupart du temps, mais ils ont ce choix. Du peu que j'ai vu tout à l'heure, effectivement, ils aiment l'interaction. Voilà, vaut mieux avoir des animaux qui aiment l'interaction quand même. C'est ça, c'est un petit peu leur job. C'est ça. Mais malgré tout, il y a des fois où, comme tout le monde, ils peuvent avoir marre. Mais tout à fait, exactement. Et donc, ce choix, il est vraiment autant pour les personnes que pour les animaux, que même pour l'intervenant en médiation animale, que les référents. Voilà, tout le monde doit avoir cette liberté de choix dans les séances. Très bien. On entend de plus en plus parler de la médiation par l'animal, c'est un peu le vent en poupe. Il se pose la question quand ça se développe, quand une activité se développe finalement du choix des intervenants. Est-ce que vous pourriez nous guider dans le choix des intervenants? Est-ce qu'il faut des compétences spécifiques, des formations spécifiques? Et est-ce qu'il y a des points de vigilance auxquels il faut prêter attention? Alors pour ma part, moi j'aime bien parler des 3 F quand on parle justement de recherche d'intervenants. La formation, évidemment. Donc c'est quand même intéressant que vous puissiez vous renseigner sur la formation, le cursus, l'expérience, même si ce n'est pas évidemment le seul aimant. Le feeling, évidemment. Voilà, il faut que ça matche, il faut qu'il y ait le feeling. Moi, j'aime bien dire aux gens, faites-vous confiance. Si vous ne le sentez pas, il ne faut pas y aller. Voilà. S'il n'y a pas un doute pour rien. Oui, exactement. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est ça. Et puis le 3e F, c'est la notion de feedback. C'est-à-dire, est-ce que vous avez entendu parler des accompagnements de cette personne, ce qu'on appelle le bouche à oreille. C'est quand même la communication qui est la plus... je trouve. Oui, tout à fait. Et elle est intéressante aussi à aller écouter. Est-ce que tu peux peut-être préciser ton premier F? Parce que quand tu parles de formation, d'accord, mais lesquelles? Alors, en médiation animale, ça développe, comme je le disais, de plus en plus aujourd'hui les formations. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'en fonction de votre besoin, vous alliez lire les formations, par exemple... une personne qui a un cursus dans le social, dans le médico-social, et qui a complété avec une formation d'intervenant en médiation par l'animal ou chargé de projet en médiation animale. Ça me semble être un basique. C'est vraiment
parce que vous travaillez avec de l'humain. Donc, vous travaillez dans la relation d'aide. C'est quelque chose qui est à prendre avec toute sa mesure. Vous travaillez avec des animaux plus ou moins importants, du cochon d'Inde en passant par le chien, en passant par le cheval. Il faut que vous soyez formé, que vous sachiez éduquer vos animaux et que vous connaissiez le langage des animaux pour gérer déjà le bien-être de vos animaux, mais aussi la sécurité. C'est-à-dire que c'est sûr, si votre cochon d'Inde marche sur le doigt de la personne, il n'y a pas trop de conséquences, ça devrait aller. Par contre, si mon cheval se met à taper une personne qui a saboté une personne, là, les conséquences sont beaucoup plus importantes. Donc, dans cette notion de formation, il faut que vous ayez une personne qui ait les compétences de mettre les animaux bien dans leurs sabots, bien dans leurs patounes, et des compétences dans la relation d'aide. Voilà, c'est vraiment important. C'est cette double compétence, donc double formation. Vous complétez au... C'était déjà très complet. Après, moi, vraiment, je vais rejoindre juste le feeling. Vraiment avoir une personne bienveillante, que ce soit en effet avec les animaux et avec l'humain. C'est vraiment la base. On va sentir si la personne elle est bienveillante dans ses accompagnements, dans ce qu'elle dégage, en fait, dans ce qui émane de la personne. Ça va être déjà le premier élément à rechercher. Peut-être sur les points de vigilance, est-ce qu'il y a des points de vigilance dans le choix de la personne ou les 3 F déjà, si les 3 F, ils passent, ça passe. Ça passe, ok. Puis le lieu aussi est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir un public spécifique avec handicap n'importe où. Il faut quand même que le lieu soit adapté pour les fauteuils roulants, donc les normes ERP. Voilà, on ne s'improvise pas un lieu dans un champ avec la boue pour accueillir. Mais voilà, c'est important en fait de pouvoir avoir un lieu adapté pour recevoir dans de bonnes conditions. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous raconter quelques belles histoires de médiation par l'animal des centaines. Alors, on n'aura peut-être pas le temps, mais issu de votre expérience, toujours pareil, parce que l'idée de raconter ces histoires, c'est d'illustrer. C'est-à-dire qu'on a l'explication là, un peu technique, théorique, et puis en fait, en racontant des histoires, je pense que ça peut parler encore plus aux gens et mieux comprendre encore ce que vous faites. Moi, je partirais sur l'histoire de Madeleine. C'est une jeune enfant qui fait ce qu'on appelle du mutisme sélectif, qui faisait du mutisme sélectif. Donc, simplement, rapidement pour expliquer, le mutisme sélectif, c'est des enfants qui vont parler dans leur sphère familiale, aux parents, éventuellement aux frères et sœurs, mais par contre, sortis de la sphère familiale, hop, on ne parle plus du tout. C'est-à-dire que les mots ne sortent plus. Donc, c'est vraiment une situation qui est très complexe. Et nous, on a eu Madeleine qui est venue en séance. Et nous avons mis en place un programme d'accompagnement avec les parents, du coup, qui était extrêmement porteur et qui était extrêmement bienveillant dans cette dynamique de vouloir soutenir leur enfant, mais sans bousculer non plus, parce que ça ne sert à rien de bousculer. Et Madeleine, elle est montée sur Pacha, et la première fois que moi j'ai entendu sa voix, c'est quand elle était à cheval sur Pacha et on avait commencé à jouer à Jacadi Adi. C'est là où j'ai entendu sa voix pour la première fois. Ensuite, il y a eu tout un protocole. Et ce qui était très intéressant dans l'histoire de Madeleine, c'est que sa maîtresse d'école est venue au centre. Elle est venue en séance un samedi matin, donc chapeau les professionnels. Et elle est venue voir, elle a voulu venir voir Madeleine justement dans ce contexte-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait dit il me faut un cheval ou un âne dans ma classe. Voilà, c'est la seule solution. Donc voilà, c'était une très belle histoire avec Madeleine qu'on a vécue en médiation. Super. Au bout de combien de temps elle a dit ses premiers mots? Alors, au bout d'un an. Voilà, 1 an. Après, il y avait eu... Elle est repartie, en fait, on avait arrêté les séances de médiation animale. Après, ça s'était arrêté dans le contexte. Et après, il y a eu le vrai déblocage où elle avait repris des séances. Alors, c'est polyfactoriel, c'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y a pas que la médiation. Les parents ont mis en place énormément de choses. Mais en tout cas, ça a été un facteur très facilitant pour
pour donner des ressources à l'enfant de confiance en soi, d'arriver à communiquer, autoriser quelqu'un d'autre, l'animal à entendre sa voix, puis m'autoriser moi à entendre sa voix, jusqu'à voilà, le déblocage où cet été elle est venue avec ses copines fêter son anniversaire et là, pia, 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 ça parlait, c'était magique. Oui, effectivement, Ouais. parce que là, quand on voit comme ça, là, vous vous rappelez pourquoi vous faites ça. Oui, voilà, et on sait pourquoi on travaille. Bon, super. Ouais. Mathilde, peut-être une autre Eh expérience bien, oui, une différente. autre histoire parmi Tant d'autres. tant d'autres. Peut-être l'histoire de Damien, une personne que j'accompagne en séance. Alors du coup, moi j'ai la chance de pouvoir avoir l'accompagnement de connaître ce monsieur donc, dans sa vie courante en établissement et de voir l'autre côté en séance de médiation animale. Et c'est là où en fait il y a le contraste. Donc Damien, on a commencé les séances, donc c'est un monsieur en fauteuil roulant qui n'a pas l'usage de ses jambes. Et en fait, on a commencé et il était complètement en observation. C'est-à-dire qu'il refusait les participations. D'accord. Il ne voulait pas brosser le chien, il ne voulait pas brosser les chevaux, il ne voulait pas couper les légumes. Et, oui, il était d'accord pour venir en mais séance. Il était là en observation, voilà, très bien. Voilà, Il nous faisait ça. Voilà. Pour dire je regarde. Je regarde. Voilà. Il nous montrait que lui, il voulait seulement regarder et pas faire plus. On en parle plusieurs fois d'ailleurs dans le livre. Et en fait, on a juste respecté son choix de besoin d'observer, de prendre le temps. Et on a pris le temps et on l'a laissé observer autant de temps qu'il avait besoin. Et ça a duré des séances et des séances et des séances et des séances. Je pense qu'on a aussi peut-être atteint une année d'observation. C'est possible. Ouais. Jusqu'au jour où je vais avec les chevaux et il accepte qu'on le rentre dans le manège et de brosser le cheval. Et après, je veux couper les légumes. Et d'autant plus que c'est un monsieur qui, nous, sur le quotidien, est très impatient. C'est quelqu'un de très... voilà, il veut tout de suite. Il a des gestes qui ne sont pas forcément mesurés. Et là, en fait, c'est une révélation. Il caresse les cochons d'Inde avec une délicatesse que moi, je ne connaissais pas sur le quotidien. Et là, en fait, il fait preuve d'une délicatesse incroyable. C'était vraiment chouette. C'était vraiment... en fait, c'est là où moi, je prends compte qu'on ne peut pas définir une personne à un seul environnement. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, si je prends cette personne sur comment je la vois, comment je la connais sur l'établissement, eh bien, ce n'est pas la même en médiation animale. Et on ne peut pas se permettre de généraliser quelque chose. En fait, on en revient à la notion de jugement de tout à l'heure. Complètement. C'est-à-dire que finalement, l'être humain, dans un contexte, il agit d'une façon. Absolument. Et si on change de contexte... Mais comme nous tous, on est... Oui, tout à fait. En médiation animale, on parle souvent d'écotone, c'est-à-dire que c'est un monde à part où, voilà, c'est pas tout à fait la mer, c'est pas tout à fait la terre, c'est cette espèce de milieu d'espace, ce qu'on appelle l'espace côtier, par exemple, c'est un écotone. Et bien la médiation animale, c'est pas que le monde animal, c'est pas que le monde des humains, c'est ce monde où deux mondes se rencontrent et où il se passe vraiment une bulle de rencontre et une alchimie qui se passe, qui ne se passe pas ailleurs qu'en médiation, par exemple. Et qui montre qu'il faut savoir prendre le temps. Parce que d'ailleurs, un écotone ne se forme pas en... Oh non, il faut laisser le temps. Une journée, voilà, c'est juste prendre le temps, accepter qu'il y a des choses qui prennent le temps. Et aujourd'hui, Damien, par exemple, il est capable de faire, il est très fier de ça, faire reculer Géco. Donc, il travaille beaucoup avec les chevaux. Il est très fier de dire que lui, avant, il faisait de l'équitation. Et aujourd'hui, il sait faire reculer Géco. Donc, aujourd'hui, on a 6 pas où il arrive à faire reculer le cheval. Et il est extrêmement fier de lui. Il peut. Oui, il peut. Alors, je rajouterai à vos 3 F peut-être un P, comme patience. Alors, ça ne fait pas terrible parce que ça aurait été mieux un 4e F, mais là, je ne l'ai pas tout de suite. Mais oui, là, quand même, ce que vous expliquez, c'est que il faut aussi une qualité de patience. C'est-à-dire qu'à aucun moment, en fait, vous doutez que ça va marcher. C'est ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois, s'il faut 1 an, on attend 1 an, mais on sait qu'il peut y avoir un déclic, il faut être patient. Donc ça, c'est une sacrée qualité. Après, c'est facile parce qu'on est obligé, nous sommes au rythme des animaux. Donc, on prend le temps.
Oui. Et c'est un luxe qu'on a dans notre société aujourd'hui. Et j'aime beaucoup, en fin de séance, quand les gens disent « Ah, c'est déjà la fin », parce qu'ils ne se sont pas rendus compte du temps qui est passé. Et en effet, on est au rythme des animaux. Qui est un rythme plus lent, mais qui est le rythme du vivant en réalité. Oui, c'est ça. On voit bien que pour une plante pousse, il faut du temps. Pour qu'un arbre pousse, il faut du temps. Pour qu'un être humain se développe, il faut du temps. Exactement, une relation ne peut pas naître en une séance. Patience. Patience. Voilà. Il ne faut pas vendre de la magie, mais plutôt du réalisme. Exactement, c'est ça. Alors, ce livre dont on parle depuis tout à l'heure, il va sortir en mai 2025. Vous allez le présenter pour la première fois au public lors d'un événement qui a le même titre que le livre, c'est-à-dire Quand les animaux nous aident. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cet événement, où il va se passer, où il va se dérouler, où le public va pouvoir vous rencontrer la première fois? Bien sûr, non, cet événement, il a lieu donc, à Châteauroux. On précise le département. Voilà, dans le 36, non loin de Montipouré, où se trouve le centre d'Isabelle. Voilà, c'est à quelques kilomètres. Et donc cet événement, évidemment, il a lieu de faire la sortie de notre livre et de le mettre en avant, mais pas que. Évidemment, c'est aussi l'événement de, eh bien, une fois de plus, mettre en avant la médiation par animal, continuer à faire découvrir cette pratique. Donc, il y aura des ateliers qui vont être proposés l'après-midi, qui vont être animés par différentes professionnels. Il va y avoir des petits stands. Voilà, des stands, des artistes aussi qui ont participé d'ailleurs à notre livre, qui vont venir exposer. Et voilà, toute une partie soirée-conférence. Voilà. Je vais laisser Isabelle présenter. Ça va être... Oui, la deuxième partie de cette journée qui a pour but de se rencontrer dans un environnement en effet bienveillant et où la sagesse animale va teinter toute cette journée. La fin d'après-midi sera des conférences sur à la fois comment les animaux nous aident, en effet. Pour prendre un exemple, nous allons avoir l'association Nosaïs, qui sont des chercheurs à Maison-Alfort, qui travaillent sur la détection des biomaladies grâce aux chiens. Donc, ils ont fait des études, on en parle d'ailleurs dans le livre, ils ont fait des études par rapport au Covid, par exemple. Mais le chien ne détecte pas que la truffe. Et non, tout à fait. Il y a d'autres compétences. Mais la truffe, c'est aussi intéressant. Tout à fait, mais pas que. C'est ça. Donc voilà, on va avoir la chance d'avoir cette association qui va venir nous parler de tout le beau travail qu'ils font. Et je voulais appuyer sur le fait dans le cadre du bien-être animal, parce que la recherche, ce n'est pas toujours le lieu du bien-être animal, alors que vraiment cette association, c'est quelque chose pour eux aussi qui rentre dans leurs valeurs. Des conférences sur l'autisme et la médiation animale, il y aura des témoignages, il y aura plusieurs experts justement de leur domaine, en équi-coaching par exemple. Et ce sera aussi un temps dédié aux échanges et au partage, puisqu'il y aura des questionnements avec les publics. Le public pourra poser presque autant de questions qu'ils voudront, pour que ce soit le plus interactif possible. Et puis évidemment, on finira un petit cocktail. Très bien, parfait. Rappelez-nous la date. 31 mai 2025. C'est quel jour? C'est un samedi. Samedi 31 mai, très bien, le rendez-vous est pris. Très bien. En attendant, pour l'audience, si vous voulez soutenir les autrices, n'hésitez pas, on a mis dans la description de la vidéo le lien vers la plateforme de financement participatif. Donc ça, c'est un premier geste que vous pouvez faire pour soutenir les autrices. Et également, vous pouvez liker et partager cette vidéo pour actionner le bouche à oreille qui, comme on le sait, est un élément important. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci.